Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau musical reaction et pas n'importe lequel, puisque aujourd'hui on va enfin reparler de Black Butler. Alors pour ceux qui débarquent et qui ne voient pas du tout ce qu'est Black Butler, à la base c'est un manga un peu fantastique qui raconte l'histoire d'un jeune aristocrate du Londres victorien du nom de Ciel Phantom Hive, qui voit toute sa famille mourir dans un incendie criminel, alors à ce moment-là âgé de seulement 10 ans. Après ce drame, il jure de venger sa famille en retrouvant les coupables et en les faisant payer pour leurs crimes. Pour ce faire, Ciel sera accompagné de Sebastian Michaelis, un démon à qui il a vendu son âme en échange de son aide et qui se fera alors passer pour son majordome. Mais Black Butler, outre un animé, des jeux vidéo, des cafés à thème, c'est pas qu'un manga, vous vous en douterez, sinon je parlerai pas de ça aujourd'hui, puisqu'il fait partie de la longue liste de ceux ayant été adaptés en comédie musicale. Et à partir de là, je crois qu'un petit rappel s'impose. Déjà parce que ma dernière vidéo sur le sujet date d'il y a 2 ans, et aussi parce que Black Butler en comédie musicale, plus communément appelé les Kuromyu, contraction du nom original japonais Kuro Shizuji et du mot musical prononcé à la japonaise Myujikaru. C'est tout un programme parce qu'à ce jour il n'y en a pas moins de 10 à l'aide, 3 premières dont la troisième étant un remake de la deuxième, se passant dans l'univers d'origine et mettant en scène les personnages du manga dans 2 histoires complètement originales, même si la seconde a tellement été appréciée par les fans et même carrément par l'autrice elle-même que les événements de cette pièce sont apparemment devenus canon. Et cette suivante, dont 2 étant également un remake de leur version précédente, qui ont décidé de repartir à zéro pour cette fois suivre la trame du manga au fil du temps. Et ce qu'il faut savoir avec Black Butler et surtout avec Ciel Phantom Hive, c'est qu'il vient pas seulement d'une famille de contes, mais d'une famille de contes travaillant au service de la reine Victoria. Et oui, rien que ça. Oui, la reine Victoria est un personnage du manga, c'est même l'antagoniste principal du premier animé, mais bon, on s'en fout, de toute façon c'est pas canon. Et en gros, dans cet univers, dès que la reine avait vent d'affaires louches impliquant de potentiellement mettre en danger l'Angleterre, elle faisait appel à Vincent Phantom Hive, le père de Ciel, appelé le chien de garde de la reine, pour enquêter là-dessus et résoudre le problème. Mais du coup, maintenant que Vincent est mort, c'est à son fils de reprendre le flambeau. Quoi, il a 13 ans ? C'est un détail. Et puis, Ciel, ce job, ça va plutôt l'arranger, puisqu'il va s'en servir pour essayer de trouver des pistes menant au meurtrier de sa famille. Cela va faire que le manga sera divisé en plusieurs arcs, chacun racontant une histoire bien précise qui sera l'enquête confiée par la reine du moment. Arc dont le fil rouge sera la vengeance de Ciel. C'est donc un format de narration parfait pour une série de comédies musicales, chaque pièce pouvant adapter un arc principal du manga. Parce que, comme j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, il y a aussi des sortes de mini-arcs que j'appelle des sous-arcs, avec pas assez de matière pour être adapté en musical, et les musicals qu'on a se sont juste démerdés pour glisser les infos de cet arc là en même temps que le reste. Du coup, on avait une première pièce, en théorie c'est pas la première, mais c'est la première qui suit le manga, donc pour plus de simplicité, je vais les numéroter comme ça à partir de là, et en ne comptant pas les remakes. Du coup, on avait donc une première pièce adaptant le premier arc du manga, et le seul basé sur des faits réels avérés et concrets, l'histoire de Jack l'Éventreur, et une seconde adaptant le second arc principal du manga, cette fois pour une histoire totalement originale, se passant dans un cirque ambulant soupçonné d'être lié à une histoire d'enlèvement d'enfants. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je vous conseille avant de regarder cette vidéo d'aller voir les 2 autres que j'ai faites sur les précédentes adaptations. Dans la première, je raconte plus en détail toute l'histoire de Black Butler en comédie musicale, et j'en profite pour analyser la première pièce qui suit le manga, celle qui parle de Jack l'Éventreur, Licorice That Blazed the Earth, et dans la seconde, je continue sur ma lancée de manière logique, et j'analyse la seconde comédie musicale adaptée du manga, Noah's Ark Circus. Quant à aujourd'hui, ça tombe sous le sens, on va enfin s'attarder sur la suite de tout ça avec la troisième pièce. Sachant que depuis que ma première vidéo sur le sujet est sortie, ils ont eu le temps de faire et un remake de la dernière pièce en date à l'époque et d'adapter un nouvel arc du manga en musical, il était plus que temps que j'affasse cette vidéo. Alors ne perdons pas plus de temps et découvrons ensemble le troisième Kuromyu, Tango on the Campagna. C'est de la comédie musicale. Tango on the Campagna est une comédie musicale japonaise datant de 2017 qui dure plus ou moins 2 heures, adaptée du célèbre manga de Yana Toboso, Black Butler ou Kuro Shizuji de son nom original.
La pièce est réalisée et mise en scène par Kodama Akiko et depuis Licorice, c'est la première fois que la pièce change de directeur qui jusque-là avait été Mori Nobuhiro. Elle est écrite par Nira Etsuko ainsi que la compagnie Two Hats qui écrira notamment les 2 prochains Kuromyu. Et enfin, elle est à nouveau composée par Wada Shunsuke qui, outre le fait d'avoir composé certaines pièces précédentes dont la toute première jouée en 2009, est plutôt une pointure dans la composition de musicals et plus particulièrement de musicals adaptés de manga. Oui, je sais, c'est vraiment très spécifique puisque c'est lui qui composera My Hero Academia, des pièces de Haikyuu, Kimetsu no Yaiba, Sailor Moon ou même encore des musicals sur Naruto. Ouais, on peut dire que le gars a un palmarès assez impressionnant. On retrouvera dans cette pièce également plusieurs noms connus parmi le cast, tels que Takagi Shun et Terayama Takeshi, qui jouent toujours nos 2 comic relief, à savoir l'inspecteur Fred Haberline et son collègue Sharp Hanks. Izumi Shuhei qui reprend son rôle d'Undertaker et Uehara Takuya qui reprend son rôle de Grell Sutcliffe, des personnages qu'ils incarnent depuis la toute première pièce en 2009. On retrouvera également Yoshihide Sasaki dans le rôle du vicomte de Druid qu'il jouait déjà dans la seconde version de Most Beautiful Death en 2013 et bien évidemment Uchikawa Reo qui reprend le rôle de Ciel qu'il avait incarné pour la première fois dans la pièce précédente et Furukawa Yuta dans le rôle de Sébastien qu'il avait repris en 2015 dans la seconde version de Licorice après Matsushita. Et je n'ai aucune idée de pourquoi je viens de faire un accent japonais sur Licorice. Au final, le seul personnage connu qu'on retrouvera avec un nouvel acteur est le personnage de Snake, introduit dans l'arc du cirque avec Tamaki Yuki et cette fois joué par Harashima Motohisa. Et maintenant, il est temps de savoir ce que tout ce petit monde va faire et de vous raconter ce dont parle Tango and the Compagnia. Tout commence lorsque Ciel reçoit une nouvelle missive de la reine. La rumeur court qu'un certain hôpital aurait, par un moyen mystérieux, réussi à redonner vie à certains de leurs patients décédés. Hôpital ayant également la réputation d'accueillir les membres d'une société secrète, la Société Aurora. Une société qui mènerait des expériences scientifiques illégales sur les hommes. Donc ouais, ces histoires de soi-disant résurrection, c'est certainement lié à la Société Aurora. Et leur prochaine réunion ne se déroulera non pas à l'hôpital, mais cette fois sur le Campania, un immense paquebot de luxe considéré comme le meilleur de son époque. Quoi ? Ça vous fait penser au Titanic? Alors là, je vois pas du tout, mais alors pas du tout ce qui vous fait dire ça, vraiment. Ciel et Sébastien vont alors monter à bord afin de s'infiltrer dans dans la société secrète et mener leur enquête. Et évidemment, tout va pas se passer comme prévu, car ils vont vite se rendre compte que ces résurrections étaient en effet bien trop belles pour être vraies, puisque les ressuscités vont rapidement se comporter de manière agressive et tenter de tuer tout le monde. Fun. Ouais, en gros c'est Titanic mais avec 23 ans d'avance et avec des zombies. Le problème c'est que les corps destinés à la résurrection, le bateau en est rempli et du coup ça va vite devenir le chaos. Ciel et Sébastien devront alors gérer la situation tout en essayant de comprendre ce qu'il se cache derrière tout ça. Et maintenant que tout est dit, je pense qu'on peut enfin passer à l'analyse avec la mise en scène. Et oui, le moment tant redouté est enfin arrivé parce qu'on est dans une pièce de Black Butler. On sait tous comment ça va commencer, on ne peut pas y échapper. Il va bien falloir y passer, alors Après une petite introduction rigolote de Fred Haberline et Sharp Hanks comme on avait eu pour la pièce précédente, le spectacle commence sur la scène de la cage, sur des gens qui montent à un sur le Campania. Attendez quoi, sérieusement? C'est vraiment ça le début? Non mais je le crois pas, on me bait, c'est un leurre en fait. C'est sérieux? Bon, attendez, je vous explique. La scène de la cage, c'est la scène qui marque la rencontre entre Ciel et Sébastien, au moment de leur pacte. Et si vous vous demandez pourquoi Ciel est dans une cage, c'est parce qu'il s'est fait enlever par une secte après le meurtre de sa famille. Ouais, Black Butler, c'est un manga fun. Bref, et vu que la rencontre entre Ciel et Sébastien, c'est un peu THE élément déclencheur de l'intrigue de Black Butler, la scène de la cage, c'est un peu la base de l'histoire. Et du coup, quoi de mieux comme introduction que cette scène pour commencer une pièce sur Black Butler, ce qui fait qu'à littéralement chaque première scène de chaque Kuromyu depuis 2010, on se tape la scène de la cage, recyclée à toutes les sauces, encore et encore et encore et encore et encore. Autant vous dire que je n'en peux plus de cette satanée scène de la cage. Je veux dire, c'est bon, à un moment, on a compris. La présence de cette scène de la cage était pertinente? J'en ai rien à foutre. Bref, tout ça pour dire que depuis 2010, je me tape la scène de la cage. Et là, pour la première fois, la pièce commence et pas l'ombre d'une cage en vue. Et en vrai, le fait qu'ils aient décidé de l'enlever alors que la scène de la cage, ça avait toujours été le commencement des pièces depuis plus de 15 ans, c'est plutôt logique. Comme je le disais, quand bien même c'est pas directement par ça que commence le manga, ce passage, c'est la base de
Black Butler, donc faire commencer les comédies musicales par ça, c'est loin d'être con, c'est même plutôt simple et efficace. Ça avait été fait pour The Most Beautiful Death in the World, A Thousand Souls and the Fallen Grim Reaper. Faites un titre encore plus long, non? En 2010 et 2013. Et en ce qui concerne Licorice, étant donné que c'est à partir de là qu'on décide de suivre le manga, c'est un peu une remise à zéro, donc c'est logique de recommencer la pièce comme ça. Mais ici, on est dans une suite directe où on est censé déjà connaître les personnages et savoir comment ils se sont rencontrés. Donc ça n'aurait eu aucun intérêt de commencer la pièce par la scène de la cage. Bon, du coup, on pourrait dire la même chose pour Noah's Ark Circus qui était la suite de Licorice, mais la scène n'était pas tout à fait pareille non plus, du coup elle signifiait pas totalement la même chose. Et puis de toute façon, c'est plus mon problème, j'en ai déjà parlé. Alors revenons-en à Tango and the Campagna, une magnifique comédie musicale qui ne commence pas par la scène de la cage. Oh, la vie est belle quand même. À la place, on aura une scène qui va à la fois introduire le casting de personnages que nous suivrons au cours de cette nouvelle aventure et présenter l'environnement dans lequel cette aventure va prendre place. C'est assez efficace parce que ça va à la fois poser le décor et susciter la curiosité du spectateur qui va se retrouver tout à coup face à cette ribambelle de nouveaux personnages sur lesquels la pièce s'attardera au fur et à mesure de l'histoire. Outre Ciel et Sébastien et Snake, les seuls sur qui l'accent est porté lors de cette première scène est la famille Mitford, cousine des Phantom Hive et dont la Benjamin Elizabeth est fiancée à Ciel. Et cette mise en lumière sur eux particulièrement avant même que les personnages principaux ne fassent leur entrée sur le plateau est là à très juste titre. Car si ce sont des personnages qu'on découvre tout juste dans l'univers d'Ekuromyu, ce sont aussi des personnages que les lecteurs du manga connaissent déjà, car ils ont été introduits dans des sortes de sous-arcs sur lesquels les pièces n'avaient pas forcément le temps de s'attarder. Un peu comme Soma et Agni dans la pièce précédente, deux personnages ayant une relativement grande importance dans l'histoire, mais qui, dans l'œuvre de base, faisaient leur entrée dans un sous-arc clairement pas assez long ni assez pertinent pour être adapté en musical. Dans Noah's Ark Circus, c'était Sébastien qui nous les avait introduits en brisant le quatrième mur pour nous expliquer qui c'était et d'où il venait. Peut-être de manière un poil rushée et pas forcément hyper claire pour ceux n'ayant pas lu le manga. Tandis que là, la pièce nous fait comprendre de qui il s'agit au travers des dialogues qu'ils ont entre eux, ce qui est quand même à la fois bien plus clair et bien plus naturel, et va pas donner au spectateur l'impression qu'il a manqué un truc, mais bien qu'il est censé les découvrir maintenant pour la première fois. Pour le coup, je crois qu'on peut dire qu'une première scène qui introduit un nouvel environnement et des nouveaux persos est quand même bien plus utile qu'une énième scène de la cage que le public aura vu pour la je sais pas quantième fois pour nous présenter des personnages qu'à la longue, on commence légèrement à connaître. Alors oui, je dis toujours que chaque pièce pour la considérer comme vraiment bonne doit pouvoir se suffire à elle-même, mais à un moment faut quand même prendre en compte que c'est la suite directe d'une histoire qui a déjà 2 volets à son actif, et ce serait quand même un peu de mauvaise foi de ne pas tenir ça en compte. Je veux dire, à partir du moment où les gens commencent une histoire en plein milieu, forcément on peut pas faire des miracles, hein. Donc à partir de là, je considère que c'est normal que la pièce ne se suffise plus à elle-même à proprement parler. Parce que si tout va être compréhensible pour les personnes ayant vu les 2 premières pièces sans avoir lu ne serait-ce qu'une seule page du manga, pour les personnes qui n'auraient ni lu l'œuvre originale ni vu aucune des pièces précédentes, bah c'est sûr que ce sera un peu plus compliqué. Plus compliqué mais pas impossible. Malgré tout, on n'est pas non plus jeté dans le vif du sujet sans aucun contexte ni aucune introduction sous prétexte qu'on connaît Ciel et Sébastien et qu'on connaît le concept de Black Butler. Puisqu'on aura Sébastien qui va se refaire un plaisir de jouer les narrateurs en nous expliquant ce que lui et son maître font sur le Campagna et en nous rappelant brièvement par la même occasion qui ils sont. Un moyen simple et efficace de mettre tout le monde un minimum dans le contexte sans trop s'attarder sur des explications d'infos que les spectateurs sont censés déjà avoir. On sent vraiment que la pièce veut faire comprendre l'histoire du manga qu'elle adapte, mais sans non plus devenir trop explicative. Et elle va pour cela se servir de plusieurs stratagèmes assez habiles, comme lorsque Sébastien va expliquer à Snake plus en détail qui sont les Mitford, Snake venant d'arriver chez les Phantom Hive et donc ne les connaissant pas encore. Ou encore un peu plus tard, quand Ciel va se retrouver face à ces cadavres ambulants mangeurs d'hommes et qu'il va pas se sentir super bien, car cela lui rappelle les terribles événements qu'il a lui-même vécu, Sébastien va profiter de ce moment pour évoquer en chanson le contexte de leur première rencontre. Ça rajoute des éléments à la pièce que, certes, certains connaissaient peut-être déjà, mais ça le fait de manière pertinente avec les circonstances tout en renforçant l'impact de ce qu'il est en train de se passer. Et si, en plus de ça, ça apprend des trucs aux nouveaux venus qui auraient décidé de venir voir une suite sans se renseigner auparavant, eh ben c'est tout bénef. Cette pièce est vraiment très bonne en termes de narration, car jamais rien n'est laissé au hasard, même pendant les passages d'interlude. Par exemple, au début de la scène de bal, juste avant que Ciel et Sébastien n'arrivent pour infiltrer la société Aurora, on aura cette petite discussion entre Ronan
Ronald et les deux policiers. Non seulement ça va ajouter un peu de légèreté à l'histoire, tout comme le fait très régulièrement le manga, mais ça va surtout nous introduire un peu plus le personnage de Ronald, qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam et qui jusque là avait juste balancé une phrase à tout casser dans la première scène. Sachant que vraiment pas longtemps après, sa véritable identité nous sera révélée, c'était bien de lui avoir donné une interaction avec des personnages qu'on connaît déjà, pour qu'on découvre un petit peu sa personnalité, etc. Bref, que le spectateur s'attache un minimum à lui, pour qu'il en ait pas complètement rien à faire de la révélation qui suivra. Et oui, c'est une tondeuse à gazon, on reviendra dessus après. Ou encore, pour donner un autre exemple d'interlude pertinente, on aura ce petit passage lors duquel on voit les Mitford combattre les zombies. Ça nous fait nous rendre compte du drame de la situation et des enjeux qui en découlent, et en plus de ça, ça nous montre les Mitford qui nous étaient décrits comme une famille de chevaliers en pleine action. Les Mitford, c'est pas juste des paroles en l'air, ce sont des personnages vraiment cool et badass, chose que la pièce voulait vraiment mettre en avant dans ce passage très court, mais qui réussit pourtant très bien à leur faire honneur, le tout de manière cohérente avec le déroulé de l'histoire sans que ça fasse forcer. Mais ce qui va aussi participer à l'efficacité de ce passage, aussi court soit-il, et même de toute la comédie musicale de manière générale, ce sont les chorégraphies. Pour le coup, ce dont je parle quand je dis chorégraphie, c'est les combats. Cette pièce a énormément de scènes de combat en tout genre, que ce soit à l'épée, au corps à corps ou à la tondeuse à gazon. Et Dieu sait que c'est pas facile ni à faire ni à chorégraphier ce genre de truc, surtout si on veut que ça soit crédible, et on veut que ça soit crédible. Et là, pour le coup, il y a pas à dire. Les chorégraphies de baston sont vraiment super et c'est un travail qui mérite vraiment d'être salué. Car non seulement il est bien fait d'un point de vue technique, mais ce qui en découle, c'est souvent de super beaux tableaux avec un impact visuel vraiment fort. Et ça, c'est autant valable pour les chorés de combat que pour les danses, qui certes ne constituent pas le principal de la pièce, mais qui quand elles sont là, sont quand même pertinentes avec la situation donnée et subliment vraiment les différentes scènes. On pourra constater ça dès la première choré qui accompagne la chanson d'introduction de la pièce présentant le Campania. Chanson qui sera reprise entre l'acte 1 et l'acte 2 au moment où le chaos et la panique se seront emparés du navire, ainsi qu'à la fin de la pièce, au moment où, entre guillemets, tout est bien qui finit bien. Ainsi, la chorégraphie, qui sera pourtant exactement la même à chaque fois, n'aura plus du tout la même signification en fonction de sa situation. Là où un mouvement sera là pour nous inspirer de la joie et de l'excitation au début, ce même mouvement est assez bien pensé pour nous inspirer une émotion totalement différente arrivée à la fin du premier acte. Bon, en l'occurrence, c'est pas des trucs de fou, ce sont juste des mouvements de bras relativement simples, mais franchement, il n'en faut pas plus pour que le rendu fonctionne. Et le fait d'avoir vu cette petite choré si entraînante et légère maintenant dans un contexte ultra dramatique, ça va être super impactant. Et c'est globalement le cas pour chaque choré. À chaque fois, on a quelque chose qui non seulement en jette visuellement, mais qui en plus est pas là gratuitement, qui marche, bordel de merde, dites-moi que je rêve. Je rêve, c'est ça? Non mais, non parce que j'ai cru voir la scène de la cage popper de nulle part. Mais bon, c'est pas possible, je dois halluciner. Je deviens faux. Bordel de merde, mais qu'est-ce que tu fous encore là? C'est une blague en fait, c'est ça? Non mais... Je le savais, hein. Je le savais qu'il y avait anguille sous roche en commençant la pièce. Je l'avais dit que c'était un leurre. Je savais que je pouvais pas faire confiance à Black Butler, je le savais. Bon ben, j'imagine que c'est reparti pour l'analyse de la scène de la cage. Ouais, on est content. Pourquoi je fais ce métier? Déjà, qu'est-ce qu'elle fiche là, cette scène de la cage? Parce que bon, là, on est quand même à 1h22 sur 2 heures de pièce, hein. Et puis que ce soit à 1h22, à 4 minutes ou à 5 heures, elle a rien à faire là, cette scène de la cage. Déjà que j'aime pas les flashbacks, mais si en plus c'est pour qu'on se retape la scène de la cage, merci mais non merci. Bon, en l'occurrence, c'est pas techniquement un flashback, mais on va en parler comme tel pour des raisons de spoil. En gros, disons qu'il se passe un truc à ce moment de l'histoire qui fait qu'on est projeté dans le passé des personnages. Ouais, donc c'est un flashback quoi. Et si dans Noah's Ark Circus, j'avais directement comparé les deux scènes pour analyser leurs différentes fonctions, là je peux presque pas du tout le faire tellement ça n'a plus rien à voir. Elle commence exactement pareil, à chaque détail près, que ce soit les dialogues ou les mouvements des personnages pour remettre le spectateur dans un contexte familier, mais à partir de là, contrairement aux autres scènes de la cage qui faisaient le focus sur le pacte entre Ciel et Sebi, on va vite passer à autre chose. L'apparition soudaine de cette foutue scène de la cage telle qu'on la connaît, c'est en fait presque un prétexte pour nous introduire quelque chose de bien plus intéressant que le spectateur n'aura encore jamais vu, l'évolution de la relation entre Ciel et Sébastien.
Si la scène de la cage de Noah's Ark Circus apportait plus de détails que celle de Licorice, ici c'est pas juste plus de détails qu'elle va apporter, c'est qu'elle va carrément nous raconter autre chose. Ça fait un moment qu'on savait comment les deux cocos s'étaient rencontrés, mais on n'avait encore jamais vu ce qui avait suivi directement cette rencontre. Parce que entre la scène de la cage et les événements du manga, je l'ai peut-être pas dit, mais il y a quand même 3 ans qui se sont écoulés, et en 3 ans, il s'en passe des choses. Chose qu'on va découvrir dans cette fameuse nouvelle scène de la cage, qui n'en est pas vraiment une du coup, qui va nous montrer comment les personnages ont appris à se connaître et comment ils en sont là où ils sont aujourd'hui. Elle va nous faire découvrir des facettes de ces deux personnages qu'on pensait connaître depuis le temps, mais que pourtant personne n'avait encore jamais vu, les rendant encore plus denses et concrets, encore plus réels. Et si on était déjà bien attaché à eux au fil des pièces parce que ce sont de super personnages, bien joués la plupart du temps et bien développés, ce passage ne va faire qu'accroître ce sentiment. Ça, et puis aussi, il va permettre au spectateur de percevoir d'un nouvel œil et de davantage comprendre un élément primordial à l'histoire qu'on avait jusque-là pris pour acquis, la relation entre Ciel et Sébastien. Vous pensiez les connaître et tout savoir d'eux? Eh bien cette scène de plus de 20 minutes, c'est énorme, va vous prouver le contraire en vous montrant réellement ce qu'il en est, en vous montrant l'intimité de cette relation et de comment elle s'est forgée. Parce que comprendre cette relation, c'est comprendre la véritable histoire de Black Butler, à quelques détails près. Ce passage est vraiment super, mais pour le coup, la pièce n'a rien inventé. C'était un passage déjà présent dans l'œuvre originale au même endroit de l'histoire et pour les mêmes raisons. Et la comédie musicale ne fait que suivre la trame scénaristique. En revanche, ce qui va faire de cette scène un passage si incroyable et même le meilleur passage du spectacle et peut-être même le meilleur passage tout court mieux confondu, oui, j'ose le dire, c'est entre autres sa mise en scène. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure je parle du fond, mais il faut aussi s'attarder sur la forme du spectacle. En ce qui concerne ce passage, la mise en scène sera relativement variée, parce que bon, en 20 minutes de scène, il a le temps de s'en passer des choses. Que ce soit avec l'ajout d'accessoires, d'éléments de décor, ou encore ce jeu avec les zombies présents presque tout au long de la scène. On pourrait peut-être se demander ce qu'ils fichent là, mais moi je trouve que leur présence est une très bonne idée. Comme je le disais, on n'est pas vraiment dans un flashback, on n'est pas littéralement transporté dans le passé. Pendant qu'on voit défiler les souvenirs des deux personnages, eux d'un point de vue physique sont toujours dans le présent, et la présence de ces zombies est un très bon moyen de nous ramener à ce présent, de nous rappeler que la menace rôde toujours, que même si on peut se penser en sécurité, il n'en est rien. J'aime particulièrement ce moment où Ciel, terrifié par un cauchemar qu'il vient de faire dans lequel il voyait des morts partout, se réveille entouré des zombies, invisibles à leurs yeux, comme pour faire un pont entre les deux temporalités qui se déroulent en parallèle l'une de l'autre. Mais outre ça, il y aura quand même un truc en particulier, plus ou moins au milieu de la scène qui va nous marquer, c'est le moment où dans la narration, on va vraiment voir de manière concrète l'évolution et le développement de la relation des deux personnages, qui sera illustré par un superbe jeu de projection. Il va permettre de nous mettre dans le concret de l'environnement et de l'action qui se déroule, et va également très bien illustrer les propos des personnages, le tout de manière techniquement juste impeccable. Ainsi, on aura tout ce jeu de cache-cache entre les comédiens et leurs doubles virtuels qui vont à chaque fois sortir et entrer sur le plateau exactement quand il faut et où il faut. Alors on pourrait se dire oui mais surtout toi qui aime pas la projection, ce qui se passe sur l'écran, c'est pas des trucs impossibles à faire, pourquoi faire toute cette mise en scène alors qu'ils auraient juste pu apporter des décors et des accessoires, gna gna gna, mais non. Déjà c'est super ludique et ça va apporter du dynamisme et une vraie diversité à la mise en scène, et puis aussi c'est pas juste là pour faire joli. À ce moment de la scène, ce que ça illustre, c'est pas une discussion entre Ciel et Sébastien, c'est même tout le contraire. Ce qu'on voit, c'est ce que l'un dit et pense de l'autre. C'est là tout l'intérêt de cette scène, nous montrer l'évolution des deux personnages l'un pour l'autre. Et c'est pour ça que dans chaque couplet, le comédien dont il est question dans les paroles n'est pas présent physiquement, parce que ce qu'on voit, ce n'est pas le personnage, c'est la vision que son partenaire se fait de lui, et la manière dont cette vision va changer, la manière dont le personnage va évoluer aux yeux de celui qui chante. Bref, je pourrais vraiment faire une vidéo d'1h30 rien que sur cette scène tant elle est bien faite. Ouais, cette pièce est capable de faire des trucs super stylés et pertinents avec la projection, et pourtant, c'est pas pour ça qu'elle va en abuser. Bien au contraire. Parce que là encore, on est face à un parfait exemple de pièce qui allie parfaitement projection et accessoires / décor physique. Et oui, j'ai dit 2 fois parfait parce que là, il y a vraiment pas d'autre terme adéquat. Déjà, il faut que je commence par vous parler de la scénographie. Le décor principal et récurrent de la pièce est constitué de 2 grands modules amovibles qui vont servir d'une part
part à dynamiser l'action et d'une autre part à illustrer les différents environnements dans lesquels l'histoire va évoluer. En l'occurrence, les différentes pièces du bateau puisqu'on est dans un huis clos, que ce soit la proue, la salle de bal, les cales, et en plus de faire son travail de manière efficace, faut aussi noter le travail de déco, effet bois sculpté qu'il y a sur les structures qui, pour une fois, ne ressemblent pas à des vieux échafaudages tout moches. Et tout ceci sera accompagné de deux gros éléments. Déjà, une flopée d'accessoires tous hyper travaillés, comme ces mannequins cadavres manipulés par les personnes de l'ensemble pour densifier la foule de zombies, ce qui va franchement assez bien fonctionner, ou encore les faux de la mort, les armes des dieux de la mort, les sortes de faucheurs d'âmes introduits dans la première pièce et qui continueront à être présents tout au long de l'histoire, d'où la tondeuse à gazon. Bah oui, parce que ce sont des faucheurs. Oui, l'autrice a vraiment pris ce terme au pied de la lettre, cette femme a de l'humour. Rien que cette scène à la fin, quand on a Ciel et Sébastien sur un canot en train de se battre face à une mer de zombies, ils auraient pu projeter un faux océan rempli de faux cadavres, mais non, ils se sont cassés la tête pour que les spectateurs en aient pour leur argent, pour leur offrir un véritable show, et y a pas à dire, le rendu en jette 1000 fois plus, et est 1000 fois plus immersif comme ça. Ça, c'est de la comédie musicale. Et tout ça sera accompagné de projections qui vont servir une mise en scène déjà établie, que ce soit pour appliquer un effet comme l'apparition de projections de sang au moment où un zombie se fait fracasser la figure, ou de jets d'eau pour illustrer l'inondation des cales, pour montrer quelque chose qu'il aurait été difficile de montrer autrement. Ou alors, comme on a pu le voir, tout simplement pour varier la mise en scène de manière à la fois ludique et justifiée. Quand on a de la projection, c'est toujours par choix. Et l'un va à chaque fois servir l'autre. On est là face à une véritable symbiose, un tout qui a un seul et unique but, servir l'histoire. Et je crois pouvoir dire que ce but est largement atteint. J'ai très sincèrement rarement vu une mise en scène aussi bonne. Mais ce serait quand même de mauvaise foi de dire qu'elle est parfaite, parce que déjà rien n'est parfait, et aussi parce qu'il y a quand même un passage qui, je trouve, peut laisser un petit peu dubitatif, le passage de la collision avec l'iceberg. Oui, en plus des zombies, le bateau va se prendre un iceberg dans la tronche. Et c'est là que je suis en train de me dire que le parallèle avec Titanic est de moins en moins subtil. Bref, à ce moment-là, il y a un personnage sur l'iceberg. Oui, la meuf est sur l'iceberg. Qu'est-ce qu'elle fout là? C'est un dieu de la mort, cherchez pas à comprendre. Bref, mais là où je trouve que c'est pas très clair, c'est que ça donne un peu l'impression que c'est ce personnage qui a provoqué la collision, alors qu'il n'en est rien. Il se trouve que l'iceberg était là et que le personnage a décidé d'atterrir dessus avant de monter sur le bateau pour faire son job de Shinigami. Et étant donné que le spectateur est déjà censé connaître le personnage qu'on a rencontré dans Licorice, il pourrait se douter du pourquoi du comment, mais je trouve quand même que l'apparition de cet iceberg avec Grace Sutcliffe dessus, ça donne surtout l'impression que c'est elle qui arrivait avec son iceberg foutre la merde, ce qui n'a aucun sens, mais à partir du moment où on a des démons et des dieux de la mort, j'estime que tout est possible. Pour le coup, la pièce a juste voulu reprendre la mise en scène du manga, mais ce qui marche dans l'œuvre papier ne va pas forcément marcher en live. Un truc que j'aime beaucoup avec les chansons de cette pièce, ou plutôt avec la composition de manière générale, c'est le fil rouge musical qu'on aura tout au long du show. On aura plusieurs thèmes qui nous seront introduits dans une situation donnée et qu'on retrouvera à plusieurs autres moments de l'histoire, à chaque fois pour une raison bien précise. Je commencerai en donnant l'exemple de la première chanson qui sera reprise 3 fois dans la pièce. La première fois qu'on l'entend, c'est lors de la première scène où elle est là pour introduire l'histoire tout en nous présentant le Campania, cette chanson étant un peu une ode au fameux bateau. On pourra voir tous les personnages chanter ses louanges, nous dire à quel point ce paquebot est une merveille et qu'avoir l'opportunité de monter à son bord est presque un rêve éveillé. Sachant qu'on aura en plus de ça chacun des personnages principaux qui aura son petit solo, manière d'introduire et de mettre l'accent sur certains d'entre eux en ce début de pièce, c'est une bonne chanson d'intro, car en plus de planter le décor et de nous immerger dans l'univers de la pièce, c'est toute une ambiance qu'elle va installer, une ambiance qui nous dit tout va bien, la vie est belle et le monde n'est que joie, une ambiance qui aura son importance, déjà parce que n'importe qui pourra directement noter les similitudes avec le Titanic. Ouais, j'ai décidé d'arrêter de faire comme si c'était un hasard, ce qui fait que l'atmosphère détendue et joyeuse du début va pas juste nous rendre heureux pour les personnages, elle va nous stimuler, nous apporter ce sentiment conflictuel que effectivement tout ça est un peu trop beau pour être vrai, qu'il y a forcément quelque chose qui va mal se passer. Et c'est ces enjeux-là qui ont beau n'être pas posés explicitement à ce moment de l'histoire, parce que l'histoire elle vient à peine de commencer, qu'on va pourtant capter et qui vont immédiatement impliquer le spectateur dans ce qu'il se passe, même si en soi il ne se passe rien d'un premier abord. Mais le fait d'instaurer une ambiance volontairement hyper joyeuse au début va également servir les reprises de la chanson. Comme je l'ai mentionné dans le point mise en scène, on y retrouvera les mêmes paroles mais dans des ambiances totalement différentes de celles du début. Entre l'acte 1 et l'acte 2, on sera en pleine attaque
attaque de zombies. Et donc la chanson sera cette fois super tendue et accompagnée d'une musique très dramatique. Et les Campania, Campania, chantés par les personnages n'auront alors plus du tout la même signification. Le vaisseau merveilleux qui illumine nos vies s'est transformé en oh piège mortel, par pitié laisse-nous la vie sauve. Et c'est justement ce contraste qui va émouvoir le spectateur, qui va le faire se dire mais comment on en est arrivé là? Comment le Campania est passé de ça à ça? Un peu comme quand on voit les passagers essayer de s'enfuir du bateau détruit dans Titanic, où ils vivaient pourtant encore leur meilleure vie à peine quelques heures auparavant. Encore une fois, je refais le parallèle avec ça, mais ce sont les mêmes mécaniques qui sont utilisées et qui vont très bien fonctionner pour jouer avec les émotions du spectateur. Et ce sera le même principe pour la fin, où enfin sortis de cet enfer, les personnages vont à nouveau reprendre la fameuse chanson, mais cette fois comme un soupir de soulagement, un gros ouf, évoquant le Campania avec une sorte de nostalgie amère. Encore une fois, on est bien loin de ce qui était raconté au début de l'histoire, et pourtant on est toujours sur la même chanson, celle qui décrit le Campania, un bateau dont la réputation va radicalement changer aux yeux des personnages tout au long de la pièce. Et puis pour donner un autre exemple que Campania, on aura aussi la reprise de la chanson d'introduction à la Société Aurora, qui, si elle va commencer en reprenant sa mélodie principale, va vite partir en remix. Le chanteur va nous faire sa version de la chanson, signifiant qu'il va totalement prendre le contrôle de ce qu'il se passe dans cette fameuse société. Et ce fil rouge musical, on peut constater sa présence jusque dans les reprises de thèmes présentes lors de passages qui ne seront même pas chantés. En effet, on aura pas mal de moments parlés durant lesquels on pourra entendre en fond la musique de certaines des chansons. Lors du passage du bal, le fond sonore évoquera le thème du Campania, à ce moment-là encore signification de bonheur et d'amusement. Lors du passage où Ciel et Lydie se retrouvent coincés dans les cales du bateau alors que celui-ci commence à s'inonder, on entendra en fond de manière subtile la musique de la chanson de la collision, événement qui les a mis dans cette situation. Les compositions musicales seront toujours très réfléchies et très cohérentes, non seulement avec le personnage qui la chante, ce qui va encore une fois nous offrir un album très varié, car chacun des personnages aura son style, mais aussi avec le contexte dans lequel la chanson prend place ainsi que tout ce qui est raconté dedans. Après, faut savoir qu'on n'aura pas vraiment des chansons évolutives, type de chansons qu'on retrouvera plus souvent la plupart du temps dans des comédies musicales où il n'y a quasiment pas de dialogue parlé, ce qui n'est pas le cas de Black Butler qui a des passages musicaux bien définis entre différentes scènes non chantées. La plupart des chansons vont illustrer la situation présente, mais on n'aura quasiment jamais d'évolution au sein même de la chanson, que ce soit en termes de compo ou d'écriture, comme ça pouvait être le cas par exemple dans Monte Cristo, que j'avais précédemment analysé, où quasiment chaque chanson racontait vraiment une histoire, avec un début, une fin et une évolution entre les deux. Ici dans Black Butler, ça va plus être des chansons du type il se passe ça et le personnage va raconter ou illustrer le ça pendant 3 minutes. Ce qui ne les empêche pas d'être très efficaces, car en plus de tout ce que je viens de dire, elles ne seront jamais là pour une seule et unique raison. Je me suis déjà attardé sur la première chanson, donc on va pas revenir dessus, mais toutes les chansons en plus de leur fonction principale vont servir plusieurs objectifs. La chanson d'introduction des Mitford, objectif principal, nous présenter la famille, ce qu'elle va nous apporter en faisant cela, nous faire comprendre la personnalité et le caractère de chacun de ses membres individuellement, les relations que ces membres ont entre eux et les relations qu'ils ont avec le reste des personnages. La chanson d'entrée dans la Société Aurora, objectif principal, réintroduire le personnage de Druid, ce qu'elle va nous apporter en faisant cela, nous faire comprendre quel type de personnes fréquentent la Société Aurora et nous présenter le cerveau derrière les expériences qui y sont menées. La chanson d'intervention de Ronald Knox, objectif principal, révéler la véritable identité du personnage, ce qu'elle va nous apporter en faisant cela, nous rappeler qui sont les Shinigami et surtout nous expliquer tout ce que leur présence implique. Et je pourrais continuer comme ça avec chaque chanson, même si j'avoue que certaines ressemblent plus à un gros kiff du personnage qu'autre chose, mais je pense qu'on a compris l'idée. La seule chanson qui va vraiment se différencier des autres, c'est la chanson présente lors de la scène de la cage, qui va quand même durer plus de 7 minutes sur les 20 minutes de scène, qui pour le coup sera une chanson évolutive, tant en termes de composition que de narration. Analysons un petit peu tout ça. Elle va commencer calmement avec un air de valse sur lequel Sébastien va se contenter de décrire la situation, jusqu'à ce que très vite la musique ne s'emballe et qu'il se mette à balancer sans prendre de gants tout ce qu'il reproche à Ciel, comme s'il avait fait de son mieux pour garder son sang-froid jusque là, mais que la goutte d'eau avait fini par faire déborder le vase. Ce sera ensuite au tour de Ciel de s'y mettre avec tout autant de ferveur, parce que oui, spoiler, à la base ces deux-là ne s'entendaient pas du tout. Et donc pendant tout ce début, on aura comme ça ce jeu entre l'agacement profond et les tentatives de Sébastien de garder son sang-froid face à ce gamin insolent, jusqu'à ce que la musique se radoucisse au moment du cauchemar de Ciel. Première fois où les deux personnages auront un semblant de vraie discussion. Et à partir de là, les paroles de l'un envers l'autre se feront bien plus modérées, bien moins cinglantes, voire même encourageantes.
un cap a été franchi dans leur relation, elle peut enfin évoluer jusqu'à devenir celle que l'on connaît aujourd'hui. Moment où la mélodie calme du début sera alors reprise, mais sur une instrumentale beaucoup plus solennelle et beaucoup moins hypocrite que celle qu'on entendait jusque-là. Comme pour enfin signifier la concrétisation de cette relation naissante. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, cela ne s'arrêtera pas là, car il faudra encore une étape à Sébastien, démon qui ne connaît peut-être pas encore aussi bien les humains qu'il ne le croit, pour devenir celui qu'il est aujourd'hui et pour que le lien qu'il y a entre les deux personnages soit réellement établi. Et ce qui va marquer ce point d'ancrage, c'est la réalisation de Sébastien sur qui est vraiment Ciel, qui est vraiment son maître. Il pensait le connaître, mais le point de vue qu'il avait jusque-là sur lui était superficiel. Point de vue qui va totalement changer lors de cette dernière phase, en même temps que la musique, qui n'aura plus du tout ni la même mélodie, ni la même ambiance que celle qu'on entendait jusque-là. Pour reprendre, oui, c'est le titre de la chanson, un air qu'on aura déjà entendu plus tôt dans la pièce et qu'on entendra encore. Ce n'est que là qu'on comprend vraiment ce que signifie ces AA que Sébastien avait chanté plus tôt dans la pièce. Pas juste des AA pour faire joli. On n'est pas juste sur Sébastien qui est en train de vibrer. Ces AA, c'est un véritable cri du cœur poussé par le démon, qui se montre à nous pour la première fois sous son véritable jour lorsqu'il réalise la valeur de son maître. Ces AA, c'est le diable qui prend le dessus. C'est comment Sébastien voit réellement Ciel. Le dernier élément, la dernière et terrible pièce du puzzle qui nous avait toujours manqué pour comprendre la véritable relation qu'il y a entre Ciel et Sébastien. Une relation qui n'était peut-être pas aussi simple ni aussi bienveillante qu'on le croyait. Et ce n'est qu'une fois que ce sera fait qu'on pourra finalement revenir au présent. Bon, j'ai parlé de leur composition, j'ai parlé de leur écriture, mais il y a un autre truc qu'il faut quand même dire avec les chansons. Attention, commentaire pertinent dans 3, 2, 1. Elles sont vachement cool. Non, sérieusement, en dehors d'avoir une mélodie pertinente avec ce qu'il se passe, machin, bazar, les chansons sont vachement bien. Originales et entraînantes chacune à leur manière, Tango de Campagna a vraiment un album qui ne va laisser personne indifférent, que je vous invite grandement à aller écouter. Alors pour le coup, on va pas passer 3000 ans sur les costumes parce que, comme pour les précédentes, la pièce va principalement reprendre les tenues que les personnages portent dans l'œuvre originale. Donc en termes de design, ils ont rien vraiment inventé. Pourquoi est-ce que si elle est toujours en short? Je sais pas. Pourquoi est-ce que les manches de sa veste sont trop courtes? Je sais pas non plus, demandez à l'autrice. En tout cas, en termes de fidélité, la comédie musicale a vraiment fait un super travail. On retrouve là les personnages de l'histoire de base, de la perruque aux chaussures à chaque détail près. Le tout de manière très travaillée et qualitative. Une direction artistique qui sera élargie jusque dans les tenues des personnages de l'ensemble, dont les costumes, que ce soit en termes de modèle ou de couleur, n'auront rien à envier à ceux des personnages principaux. La seule chose que je regrette, c'est la robe de Frances. Alors ne vous méprenez pas, je la trouve sublime, mais je trouve dommage qu'elle la garde au moment du flashback. Oui, j'ai décidé que ça n'avait plus aucun sens de l'appeler la scène de la cage. Je veux dire, c'est quand même un passage qui se passe des mois auparavant. Et à ce moment-là, tous les personnages ont un costume différent. Bon, à part Sébastien, mais ça compte pas. Sauf elle. Alors que, franchement, elle aurait eu largement le temps de se changer. Non mais sérieux, sa robe, elle est trop belle, quoi. J'en voulais une deuxième, moi. Bon, vous savez de quoi on va parler, mais une chose à la fois. Tout d'abord, on va un peu s'attarder sur le chant, parce que c'est un vrai sujet. Du coup, Black Butler, est-ce que c'est faux? Eh ben oui, c'est faux. Ben, c'est toujours pas très juste de manière générale, mais la chanson présente quand même une grosse faiblesse. On va dire que c'est moins faux. Pour toutes les chansons de la pièce, il n'y en a pas une qui est chantée correctement. Vous l'avez vu venir, on a toujours cet éternel problème que certains comédiens ne sont pas très justes. Je parle du chant de certains acteurs. C'est juste pour autant? Non, j'ai envie de dire, avec les Kuromyo, on commence malheureusement à avoir l'habitude. Bon, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit concernant le chant des comédiens japonais de manière générale. Pour ça, je vous invite à aller voir ma première vidéo sur Black Butler où j'élabore un peu plus le sujet. Mais le fait est que depuis les premières pièces en 2009, les gens qui chantent faux dans Black Butler, c'est malheureusement un truc récurrent. Même jusque dans ce que j'appelle la nouvelle génération, avec les pièces qui commencent à suivre la trame du manga et à monter en qualité. Rien que dans la pièce précédente, je trouvais que Ryo, qui incarnait nouvellement Ciel, chantait pas très juste. Et je vous rappelle qu'on parle quand même du personnage principal. Et bien ici, dans Campagna, il n'en est rien. Car j'ai été ravi de constater à quel point son chant s'est amélioré. À un point où c'est même pas simplement qu'il chante pas faux, c'est qu'il chante carrément bien. Et l'entendre chanter comme ça, alors que approximativement un an auparavant il chantait faux, ça fait grave plaisir.
Pareil pour Takuya qui incarne Grell, même s'il s'était vachement amélioré avec le temps, encore une chance, il y avait des moments où il était quand même toujours un peu bleu la dernière fois, là où ce n'est plus du tout le cas ici. En fait, dans Campania, et c'est un peu grave que je doive en être impressionné, mais pour la première fois dans un Kuromyu, je crois pouvoir dire que tout le monde chante juste. Bon, à part peut-être nos deux comic relief, mais eux ils comptent pas. Et quand on voit la carrière que certains feront après, tant mieux. Et maintenant, on va bien évidemment parler du jeu d'acteur. J'avais été aux anges dans la pièce précédente en découvrant pour la première fois Reo dans le rôle de Ciel, car je trouve que c'est le premier comédien qui arrive vraiment à saisir toutes les subtilités de son personnage et, de fait, à bien l'interpréter. Et bien dans Campania, il n'a pas failli à sa réputation, bien au contraire. Et ça c'est vraiment un truc que je peux saluer de manière générale, tout le monde joue vraiment très bien des personnages qui sont pas tous forcément faciles à incarner avec sincérité et crédibilité. Et puis bien sûr, vous le sentez venir, au milieu de tout ça, on a Furukawa qui nous a encore offert une performance incroyable en guise de Sébastien, fait particulièrement marquant dans la scène du flashback. J'avais déjà pu noter toute la subtilité de son jeu dans les pièces précédentes, et bien il en remet une couche dans Campania avec cette scène. Quand elle commence, on en est encore qu'au tout début de la relation entre Ciel et Sébastien, et même s'il en a l'apparence, ce dernier est encore loin d'être le majordome que l'on connaît. Et tout ça va se faire ressentir par des petites choses, des manières de s'adresser à Ciel ou de se tenir moins soutenu, plus décontracté que ce à quoi Sébastien nous a habitués. Et puis aussi, juste avant ça, après qu'il ait sorti Ciel de sa cage et conclu son pacte avec lui, le switch vocal qu'il va nous faire pour petit à petit passer de démon à humain est tout bonnement impressionnant. C'est plein de petites choses subtiles, parfois quasi imperceptibles, mais qui vont faire une réelle différence et un tel degré de précision de jeu, je peux pas le dire autrement, ça me met sur le cul. Puis bien sûr, on aura la fin de la scène, au moment où le démon Sébastien reprend le dessus sur lui. C'est un passage relativement important parce que, même si on avait déjà vu Sébastien en tant que démon, c'est la première fois qu'on le voit dans un tel état. Et surtout, c'est la première fois qu'on voit explicitement cette facette de lui. Je veux dire, il était littéralement à deux doigts de prendre l'âme de Ciel là. Non mais regardez-le, tout ce qu'il veut là, c'est le bouffer. Et il doit vraiment lutter avec lui-même quand il comprend qu'il peut absolument pas faire ça maintenant. Ça a beau être un démon, c'est la première fois qu'on voit Sébastien ressentir des émotions aussi conflictuelle, chose que, encore une fois, Furukawa arrive à retranscrire à la perfection. Que dire si ce n'est que c'est une excellente pièce. Déjà il y a un truc qui aide, c'est le financement participatif de la Toho, l'une des plus grosses maisons de prod au Japon, présente depuis la pièce précédente, notamment grâce à la présence de Furukawa qui est affilié à la Toho. Donc ouais, en termes de budget, ça pèse un peu dans le game. Mais avoir de l'argent, ça fait pas tout, parce que encore faut-il que ce budget soit bien utilisé. Et là bah, vous l'avez vu, c'est le cas. Chaque décision prise, chaque détail sert l'histoire qui veut nous être racontée de manière qualitative et efficace, tout en respectant l'univers du manga. Un univers qui sait rester amusant et haut en couleur, même dans les moments les plus sombres. Chose que la comédie musicale a parfaitement compris et a su parfaitement adapter à la scène. Depuis Licorice, je trouve que les Kuromyu, non contents d'être de bonnes adaptations, sont de très bonnes comédies musicales tout court, qui ne faisaient que s'améliorer au fil du temps, mais là, avec Tango and the Campania, je trouve qu'on est encore un cran au-dessus en termes de qualité. Elle fait pour moi partie des meilleures comédies musicales qui m'ait été donné de voir, surtout pour une adaptation de manga. Je dis pas que les musicals adaptés de manga sont gages de mauvaise qualité, mais disons que dans ce genre de truc, les pièces peuvent souvent un peu trop facilement se reposer sur l'œuvre originale pour justifier certaines choses un peu pauvres. Mais ici, on est bien loin du compte. À tel point que je considère cette pièce un peu comme l'apogée des Kuromyu. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui suivra sera forcément moins bien? Eh bien, c'est ce qu'on verra en temps voulu. Et nous voilà déjà arrivés à la fin de la vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu et intéressé. Ça fait depuis ma première vidéo sur Black Butler que je veux parler de cette pièce, alors je peux vous dire que je suis content d'y être enfin arrivé. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller regarder mes deux autres vidéos sur le sujet, et puis aussi à vous abonner pour ne pas louper la sortie de la suite, que je ferai indéniablement. Je veux dire, j'en suis arrivé jusque là, c'est pas pour m'arrêter en si bon chemin, et je ne laisserai pas quelconque scène de la cage m'arrêter. Je vais les saigner moi les Kuromyu. En tout cas, si vous voulez me donner de la force, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo, et n'hésitez pas non plus à me donner votre avis en commentaire, je serais bien curieux de savoir qui connaissait déjà et qui découvre totalement. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.